Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de radio KPMG. Nous sommes le 4 février 2025. Ravis de vous retrouver comme chaque premier mardi du mois pour nos 20 minutes d'actualité comptable, financière et extra-financière. Au micro, Laurent Chillet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye. Cette formule que l'on attribue à Karl Marx semble, Laurent, s'appliquer aux crises mondiales successives depuis 2020. Et au sein des entreprises, les directions financières devront cette année encore, Laurent, faire preuve d'une grande vigilance. Tout à fait Hélène, nous nous répétons, mais il est vrai que les circonstances s'y prêtent. Pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation, puis conflit israélo-palestinien, et maintenant retour de Donald Trump, qui prend des décisions très brutales. Depuis 5 ans, le contexte international est agité et compliqué pour les entreprises. Et pour couronner le tout, en France, la dissolution de l'Assemblée nationale perturbe la vie politique et économique. Donc oui Hélène, en 2025, les directions financières auront encore fort à faire dans de nombreux domaines, à savoir le pilotage de la performance, la qualité de l'information financière et extra-financière, directive CSRD oblige, mais aussi la gouvernance fiscale, etc. C'est pourquoi notre dossier du mois sera consacré aux priorités 2025 des directions financières. Pour cela, nous avons réuni au micro 2 associés de KPMG, Bertrand Pruvot, responsable de la fonction technique de KPMG France, et Jean-Marc Discours, président du Board Leadership Center de KPMG France également. Mais avant cela, Laurent, que faut-il retenir dans le reste de l'actualité comptable, financière et extra-financière ? La seule chose notable à retenir, Hélène, dans l'actualité est l'homologation du règlement ANC relatif aux comptes consolidés, modifiant le précédent règlement datant de 2020. Et comme d'habitude, nous vous ferons part en fin de journal de nos conseils de lecture et d'écoute du mois. Le journal. Commençons ce journal avec l'actualité comptable. L'autorité des normes comptables a homologué le 20 décembre dernier le règlement d'octobre 2024 modifiant le règlement ANC de 2020 relatif aux comptes consolidés. Pourquoi fallait-il modifier un texte 4 ans à peine après son adoption, Laurent ? Alors, à la suite de l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement sur les comptes consolidés au 1er janvier 2021, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avait interrogé l'autorité des normes comptables via 2 saisines. La première, en 2022, portait sur les restructurations entre entités sous contrôle commun et demandait à clarifier la notion de prise de contrôle. La seconde, en 2023, visait quant à elle la présentation des écarts d'acquisition dans les comptes consolidés afin de clarifier leur présentation au bilan et compte de résultats consolidés. Le nouveau règlement est donc la réponse apportée à ces 2 saisines, Hélène. Sur le fond, qu'est-ce qui change avec ce nouveau règlement ? Tout d'abord, s'agissant des restructurations entre entités sous contrôle commun, ce texte apporte des précisions et inscrit de nouvelles dispositions. Rappelons avant tout que le règlement 2020-01 prévoyait la possibilité sur option de déroger à la comptabilité d'acquisition pour les opérations relevant d'un regroupement entre entités sous contrôle commun, avec la possibilité de reconnaître dans les comptes consolidés de l'acquéreur les actifs et passifs de l'entité acquise à leur valeur comptable figurant dans ces comptes, retraités, bien évidemment, des normes du groupe acquéreur. Face aux difficultés rencontrées par les groupes confrontés à de telles opérations, l'ANC a clarifié le champ d'application de la méthode dérogatoire. Premièrement, le nouveau règlement élargit la méthode dérogatoire aux opérations sous le contrôle commun exclusif ou conjoint de personnes physiques. Ensuite, il impose l'application de la méthode des valeurs comptables aux opérations d'acquisition réalisées sans échange de titres. Il précise également la détermination du coût d'acquisition et enfin, il fournit des exemples d'opérations visées par la méthode dérogatoire. Et que modifie ce nouveau règlement en matière de présentation des écarts d'acquisition dans les états financiers consolidés, Laurent ? Sur ce plan, le règlement 2024-05 apporte plusieurs clarifications qui vont permettre d'homogénéiser la présentation des états financiers. Par exemple, jusqu'à présent, le règlement ANC n'indiquait pas dans quel poste au passif du bilan consolidé devaient être comptabilisés les écarts d'acquisition négatifs. C'est désormais chose faite, il est spécifié que ceux-ci doivent être inscrits en compte de régularisation au passif du bilan consolidé. De même, le règlement apporte des précisions quant à la présentation au compte de résultats consolidés, des dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition. Ce sera ma dernière question à ce sujet, Laurent. À quelle date s'applique ce texte ? Alors, ce texte s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, le diable se cachant dans les détails, nous recommandons à nos auditeurs de lire avec soin le texte sur le site de l'ANC ou de parcourir notre publication On en parle sur le sujet que vous pourrez retrouver sur kpmg.fr. Et je vous retrouve dans un instant avec nos deux invités. Le dossier du mois. Comment s'annonce 2025 pour les directions financières ? Après 5 années compliquées, marquées par la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, un choc énergétique, une forte inflation, une situation géopolitique troublée, 2025 sera-t-elle enfin plus calme ? Rien n'est moins sûr avec le retour d'un président aux commandes de la première économie mondiale qui se veut encore plus disruptif que lors de son premier mandat, une zone euro dont la croissance stagne et en France, une économie qui tourne au ralenti dans un climat politique troublé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Dans ce contexte de polycrise et au regard des nouvelles obligations réglementaires, notamment en matière de durabilité, les directions financières auront du pain sur la planche cette année encore. Afin de leur donner une grille de lecture des principaux points d'attention qui seront examinés cette année par les comités d'audit et les conseils, et également leur fournir quelques pistes sur les actions à mener en 2025, nous avons sollicité aujourd'hui à notre micro 2 associés de KPMG, signataires de grands comptes. Bertrand Pruvot, responsable de la fonction technique de KPMG France, et Jean-Marc Discours, président du Board Leadership Center France, la plateforme qui fédère les initiatives du cabinet dédiées à la gouvernance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous avoir au micro, messieurs. Le Board Leadership Center vient de publier l'agenda 2025 des conseils d'administration, dans lequel, Jean-Marc Discours, vous passez en revue les grands sujets qui doivent retenir l'attention des administrateurs cette année. Certains thèmes concernent plus spécifiquement les directions financières. L'an passé, nous vous avions convié à la même époque à peu près pour nous parler des priorités des DAF et des comités d'audit. Diriez-vous, Jean-Marc, que ce début 2025 est encore plus compliqué que l'an passé pour les entreprises ? Oui Hélène, compte tenu de tout ce que vous venez de rappeler, le contexte est indéniablement plus incertain. Par ailleurs, un élément nouveau est apparu cette année, c'est la multiplication des politiques de préférence nationale des États. Les entreprises ne vont pas avoir d'autre choix que de revoir leur stratégie d'approvisionnement et de redéfinir la localisation de leurs sites de production. Donc, face à ces urgences stratégiques, la gouvernance a clairement un rôle clé à jouer pour aider la direction à garder le cap en l'aidant à prioriser les sujets et en partageant les bonnes pratiques qu'elle observe dans d'autres groupes. La gouvernance doit être proactive en examinant les impacts financiers potentiels, mais en amont des prises de décision. Bertrand, est-ce que vous partagez l'avis de Jean-Marc sur ce diagnostic ? Oui, totalement. Les directions financières en France doivent faire face à un environnement particulièrement complexe en ce début 2025. L'incertitude économique et politique exige une adaptation constante des stratégies et une vigilance accrue pour naviguer efficacement dans ce contexte instable. En 2025, l'économie française est marquée par une croissance faible et des perspectives incertaines. À cet égard, il me semble important de mentionner 4 éléments clés. Tout d'abord, la croissance économique. La croissance prévue pour 2025 est de seulement 0,8% contre 1,1% en 2024. Cette faible croissance est due à une consommation des ménages moins dynamique et à un report des investissements privés. Deuxième élément, l'inflation. Bien que l'inflation ait diminué par rapport aux années précédentes, elle reste une préoccupation avec un taux attendu de 1,1%. Cette baisse de l'inflation est en partie due à une diminution des prix de l'énergie et des matières premières. Troisième point, la consommation des ménages. La consommation des ménages, un moteur clé de l'économie, augmente moins que prévu. En effet, les incertitudes économiques et la hausse du coût de la vie poussent les ménages à épargner davantage. Enfin, les investissements privés. Les entreprises reportent leurs investissements en raison de l'incertitude économique. Ce report affecte la croissance à court terme et pourrait ralentir la reprise économique. Et l'instabilité politique en France contribue également à l'instabilité économique, Bertrand. C'est vrai, le gouvernement de François Bayrou, en place depuis janvier 2025, fait face à une situation précaire avec une majorité parlementaire fragile. L'absence de consensus politique rend difficile l'adoption d'un budget. Les réformes nécessaires pour stimuler la croissance sont souvent retardées ou compromises par des conflits politiques. L'instabilité politique alimente la méfiance des investisseurs, ce qui complique la gestion des finances publiques et réduit les investissements étrangers. Plusieurs scénarios politiques sont envisagés pour 2025, allant de la nouvelle élection législative à une coalition plus stable. Quoi qu'il advienne, ces scénarios auront un impact significatif sur la stabilité économique et politique du pays.
Les directions financières doivent bien évidemment donc naviguer avec prudence pour gérer efficacement ces incertitudes et savoir procéder à des ajustements tactiques en fonction des évolutions. Pourtant, les dirigeants d'entreprise semblent garder confiance en l'avenir. Oui, la 10e édition de notre étude KPMG CEO Outlook révèle que 71% des dirigeants d'entreprise en France demeurent confiants dans leurs perspectives de croissance à moyen terme, malgré ces incertitudes. Cette détermination démontre leur résilience et s'accompagne d'une volonté marquée de transformation, avec une attention particulière portée aux technologies de pointe, telles que l'intelligence artificielle, mais aussi aux enjeux de durabilité au service de leur performance économique à long terme. Donc, de nombreuses incertitudes pèsent aujourd'hui, en ce début 2025, à la fois sur les directions financières, sur les directions générales et sur, de manière générale, la gouvernance des entreprises. Jean-Marc, la principale priorité des directeurs financiers en 2025 sera donc de faire face à ces incertitudes. En effet, Hélène, et ce contexte très incertain rend évidemment compliqué l'exercice budgétaire et plus délicate la communication sur les perspectives. Les comités d'audit peuvent aider les directions financières en examinant les impacts financiers à court et moyen terme des différents scénarios envisagés, y compris le worst-case scénario. Et les comités d'audit ont également prévu d'examiner le plan de continuité d'activité afin de vérifier le périmètre des risques couverts, mais aussi d'évaluer l'efficacité du dispositif. Et selon vous, Bertrand, quelles sont les principales priorités des directeurs financiers en 2025 ? Avec une croissance économique incertaine, le pilotage de la performance devient crucial. Les directions financières doivent mettre en place des modèles de gestion robustes pour suivre et optimiser les performances de leurs entreprises. La gestion du cash et des financements est également une priorité majeure. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent de liquidités suffisantes pour faire face à des périodes de volatilité économique, procéder aux remboursements liés aux échéances de leurs dettes et pour saisir les opportunités d'investissement lorsque les conditions s'améliorent. À ce propos, on peut se demander s'il ne faut pas systématiser les exercices de rolling forecast trimestriel. Il est illusoire de penser qu'un budget préparé en novembre 2024 sera encore pertinent au deuxième semestre 2025. S'autoriser à réviser son budget de manière plus approfondie que par le passé, fin mars et fin juin, me semble indispensable et doit être discuté avec la gouvernance. Le sujet au cœur de l'actualité en 2025 sera la publication des premiers rapports de durabilité, bien entendu pour les entreprises concernées, celles qui sont visées par la directive CSRD, par la première vague en fait des entreprises. Or, les investisseurs ont des attentes fortes en la matière et souhaitent bien comprendre l'impact des enjeux climatiques dans les états financiers. À quoi, Bertrand, les directions financières devront-elles être particulièrement vigilantes pour satisfaire leurs attentes dans ce domaine ? En l'absence de référentiel CSRD totalement stabilisé et de benchmark sectoriel, la rédaction du premier rapport de durabilité est un exercice fastidieux, mais aussi complexe et très délicat. Nombre de nos clients grands comptes cotés sont bien avancés dans la production de leur premier rapport de durabilité et nos clients ETI progressent dans la réalisation de leur analyse de double matérialité. Je souhaiterais souligner ici une bonne pratique de certains émetteurs, à savoir, comme pour les états financiers, de procéder à un comité de relecture, un disclosure committee, réunissant les dirigeants des principales fonctions concernées, l'ESG, la finance, le juridique, les RH, et tout ceci afin de s'assurer de l'alignement de certaines informations sensibles. Ceci permettra aussi de s'assurer de la bonne connectivité des informations extra-financières avec les états financiers. Et en ce qui concerne les comités d'audit, Jean-Marc ? Sans surprise, les comités d'audit se sont mobilisés sur la CSRD en lien avec le comité RSE lorsque ce dernier existe. Mais ils ne veulent pas examiner ce sujet uniquement sous l'angle de la conformité. Pour aider la direction à identifier les enjeux de durabilité réellement significatifs, ils revoient en profondeur la démarche d'analyse de double matérialité et veulent comprendre les critères d'évaluation de la nouvelle matérialité d'impact. Par ailleurs, concernant les enjeux climatiques, les comités d'audit sont attentifs aux impacts financiers potentiels des plans de transition sur la conduite des affaires en cas d'abandon de certaines activités ou d'investissements significatifs dans d'autres. Ils veulent s'assurer que ces décisions sont bien reflétées dans les hypothèses retenues à la fois pour l'évaluation des actifs et des passifs, et ce, dès les comptes 2024. Donc dès maintenant. Pourtant, ce sujet de la durabilité, Bertrand, soulève des débats actuellement, qui ont commencé il y a quelques mois déjà, et des demandes de simplification, que ce soit en France ou en Europe.
En effet, nos auditeurs ont sûrement entendu parler de la directive ou du règlement Omnibus, qui vise notamment à simplifier certains aspects de la directive CSRD sur le reporting de durabilité des entreprises, qui est jugé parfois trop complexe, à la fois par les entreprises et également par les commissaires aux comptes. Certaines exigences de reporting sont souvent trop détaillées, trop techniques ou trop théoriques pour être appliquées en l'état actuel des informations disponibles ou potentiellement collectables. Se pose aussi la question de l'application uniforme des obligations, one size fits all. Enfin, les périodes de transition sont trop courtes pour assurer une mise en œuvre satisfaisante des nouvelles dispositions, qui en plus risquent de pénaliser certaines entreprises françaises et européennes. Et d'autant plus dans un contexte de concurrence économique mondiale déjà très acérée. On parle même déjà de guerre économique qui a été déclenchée. Avez-vous, Bertrand, des éléments plus précis à communiquer sur la teneur de ce texte omnibus qui devrait être présenté le 26 février prochain? À ce jour, nous n'avons pas connaissance du texte préliminaire, mais nous savons que son ambition est la simplification. Les grandes inconnues restent la position du curseur, le calendrier et les moyens juridiques et législatifs pour y parvenir. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes soutient une approche progressive et proportionnée des textes sans pour autant restreindre le champ d'application de la directive, ce qui impliquerait 5 points. Une réduction du nombre de points de reporting, un principe d'application de la norme la plus pertinente, en limitant le nombre de SRS sectoriels. L'application de SRS adaptée à la taille et aux caractéristiques des entités mid-cap, dans l'hypothèse où cette catégorie spécifique serait créée. 4e point, pour les entreprises de la seconde vague, une période de montée en qualité progressive du reporting ou période de progrès de 2 ans. Et dernier point, des amendements ciblés concernant la taxonomie comme l'introduction de la notion de matérialité. Tout cela nécessiterait également d'aligner les exigences des différents textes et de certains dispositifs européens. Il va donc falloir guetter la publication de ce nouveau texte et analyser ce qu'il prescrit. D'autres catégories d'entreprises vont entrer dans le champ d'application de la CSRD cette année avec une première publication de leur état de durabilité en 2026. Quels conseils pouvez-vous leur prodiguer, Bertrand, à ces entreprises pour s'y atteler dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire? Alors le premier conseil que je leur donnerais, et quel que soit le calendrier révisé que pourrait nous donner Omnibus, c'est d'anticiper au maximum ces analyses, et notamment de débuter leur analyse de double matérialité, car l'exercice est difficile. Néanmoins, ils auront la chance de se benchmarker, de se comparer, sur la base des rapports publiés par les entreprises de la vague 1, et ce, en dépit des projets de simplification ou de report que j'ai évoqués il y a quelques instants. Voyez-vous d'autres sujets sur la feuille de route des directions financières en 2025? Alors même si je viens d'évoquer la future directive Omnibus et ses mesures simplificatrices, je pense que l'intégration de la RSE dans les activités financières est de plus en plus importante. Les entreprises doivent désormais démontrer leur engagement envers des pratiques responsables et durables, ce qui contribue à renforcer leur attractivité. On peut ainsi noter la semaine dernière la première émission d'EU Green Bonds par Île-de-France Mobilité, qui illustre bien le lien de plus en plus étroit entre ESG et financement. Il me semble également qu'en 2025, les directions financières vont devoir se pencher sur la question du dosage du télétravail au sein de leur organisation. Sans prôner un retour au bureau brutal, il semble toutefois nécessaire de positionner le curseur au bon niveau afin de favoriser l'inventivité des salariés, le travail collaboratif et aussi leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et vous, Jean-Marc, pour 2025, côté gouvernance, bien sûr? Alors pour 2025, les comités d'audit ont mis à l'ordre du jour le sujet de la gouvernance fiscale. Ils vont évidemment examiner les impacts de pilier 2, mais aussi l'évolution des taux d'impôt compte tenu des tendances inverses entre les différents États. Et l'actualité récente va conduire les comités d'audit à examiner également l'impact des tarifs douaniers. Les comités d'audit veulent également se pencher sur le sujet de la transparence fiscale. C'est un sujet sensible compte tenu du risque de réputation pour l'entreprise. Un certain nombre de groupes ont déjà élaboré à la fois un code de conduite fiscale et publié un rapport de transparence fiscale. Une notion nouvelle est apparue, celle de la contribution fiscale monde, qui va bien au-delà de l'impôt sur les bénéfices et intègre l'ensemble des taxes fiscales. Les comités d'audit veulent notamment examiner le processus d'élaboration de ce nouvel indicateur. On note également dans le panorama économique actuel de nombreuses défaillances d'entreprises qui sont en forte hausse depuis quelques mois. Comment cette situation doit-elle être prise en compte, à votre avis, par les directions financières, Jean-Marc Discours?
Alors l'année 2024 a été marquée par un nombre record de faillites d'entreprises et cette vague de défaillance devrait continuer, hélas, de monter en 2025. Donc les directions financières ont déjà renforcé leurs procédures de credit management et les comités d'audit ont l'habitude d'examiner l'exposition du groupe au risque de défaillance des clients. Mais il y a un nouvel enjeu à l'ordre du jour des comités d'audit, c'est celui du risque de défaillance des fournisseurs compte tenu du potentiel effet domino, c'est-à-dire la chute d'un fournisseur pouvant entraîner la chute du client s'il ne peut plus produire. Donc en 2025, clairement, les comités d'audit vont examiner les dispositifs de veille et leur capacité à détecter des signaux faibles de défaillance. Parmi les sujets qui vont retenir l'attention des directions financières figurent bien évidemment en 2025 la digitalisation et l'intelligence artificielle, Bertrand. En effet, au-delà des investissements massifs dans la digitalisation, l'essor de l'intelligence artificielle constitue une révolution technologique majeure qui impacte profondément les entreprises. Pour les directions financières, 3 grands enjeux stratégiques se dessinent dans ce domaine. Premièrement, l'IA redéfinit les modèles économiques et les processus opérationnels. Les directions doivent donc se former afin de comprendre ces changements et s'assurer que l'entreprise s'adapte pour rester compétitive. Deuxièmement, si l'IA ouvre des perspectives d'innovation et de croissance, elle expose également les entreprises à des risques de disruption. Il est donc nécessaire d'intégrer ces risques dans le processus de cartographie des risques. Enfin, la conformité réglementaire et l'éthique doivent être considérées. Les administrateurs doivent veiller à ce que l'entreprise respecte les nouvelles réglementations, notamment l'IA Act en Europe, qu'elle dispose aussi d'un niveau de cybersécurité adapté et qu'elles utilisent l'IA de manière éthique et durable afin de préserver la confiance des parties prenantes. Ce qui est très important en termes de réputation. Restons dans le domaine des nouvelles technologies. L'IA générative suscite à la fois intérêt et inquiétude au sein des entreprises. Dans quelle mesure ce sujet va-t-il influer sur la feuille de route 2025 des directions financières, à votre avis, Bertrand? Selon notre dernière étude CEO Outlook, les entreprises françaises perçoivent l'intelligence artificielle comme un levier stratégique en mesure de faire évoluer positivement leur modèle d'affaires et de répondre aux exigences croissantes de transparence. 63% d'entre elles estiment ainsi que l'IA jouera un rôle clé dans la production de leur information financière d'ici 3 ans. À ce titre, KPMG s'engage pleinement aux côtés des entreprises et les accompagne pour leur garantir un usage responsable de l'intelligence artificielle. Et du côté de la gouvernance, comment voit-elle, comment perçoit-elle l'intelligence artificielle, Jean-Marc? Sans surprise, la gouvernance de l'IA est sur la feuille de route 2025 des comités d'audit. Compte tenu de leur expérience en matière de gestion des risques, les comités d'audit vont examiner le processus de recensement et d'évaluation des risques liés à l'IA, c'est-à-dire les risques de disruption pour l'entreprise, mais aussi les opportunités de transformation. Alors, de manière concrète, dans un premier temps, les comités d'audit vont examiner les garde-fous mis en place pour réduire les risques liés à l'utilisation d'informations inexactes ou trompeuses ou les risques de non-conformité aux réglementations en vigueur. Dans un second temps, ils examineront les cas d'usage envisagés par l'entreprise. Ce sera mon avant-dernière question. L'an passé, Jean-Marc, nous avions conclu votre interview en disant que les Chief Financial Officers devenaient les Chief Performance Officers. Diriez-vous la même chose cette année? Oui, et c'est ce que l'on constate dans de nombreux groupes avec l'intégration d'indicateurs de performance extra-financière dans les outils de pilotage des directions financières. Et c'est assez logique, compte tenu de la pression grandissante, à la fois des normalisateurs, régulateurs et parties prenantes, sur la connectivité nécessaire entre l'information financière et l'information de durabilité. Je partage totalement l'avis de Jean-Marc. Je dirais que le financier et l'extra-financier sont les 2 faces de la même pièce, et ce, quoi qu'il advienne avec la directive Omnibus. Nous arrivons au terme de cet entretien, messieurs. En guise de conclusion, Bertrand peut-être? On l'a vu, performance, durabilité, intelligence artificielle et connectivité entre le financier et l'extra-financier seront sur les agendas des directions financières. Une fois encore, la direction financière sera la tour de contrôle des principaux enjeux de l'entreprise. Cela nécessite pour le directeur financier et les talents qui l'entourent de toujours s'adapter et d'enrichir leur palette de compétences, ce qui en fait un des postes les plus passionnants des sociétés. La résilience des sociétés françaises a pu s'illustrer à de multiples reprises sur les 5 dernières années. Je reste convaincu et optimiste que les directions financières seront naviguées, parfois à vue,
mais jusqu'au cap à nouveau en 2025. Donc, confiance dans la résilience des directions financières. Et vous, Jean-Marc Discours, comment concluez-vous? Alors, je dirais en complément de ce que vient de rappeler Bertrand, je dirais que ce contexte à la fois complexe et incertain donne l'occasion de rendre ces lettres de noblesse à la cartographie des risques. C'est un outil essentiel qui doit évidemment évoluer en intégrant de nouveaux concepts comme la matérialité d'impact pour devenir le véritable outil d'aide à la décision. Enfin, de mon point de vue, les enjeux de sécurisation de l'information financière et extra-financière impliquent également une montée en puissance du contrôle interne. Il est encore trop souvent perçu comme un mal nécessaire, alors qu'il peut être un vrai outil d'efficacité et un outil essentiel dans une période où la maîtrise des coûts est clé. Un grand merci à tous les deux pour vos éclairages. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous le mardi 4 mars pour notre prochaine matinale. Très bonne journée à toutes et à tous. Les matinales de KPMG.